En 1954, la France s'engage dans ce qu'elle refuse d'appeler une guerre. Officiellement, il s'agit d'opérations de maintien de l'ordre. Dans les faits, un conflit armé s'installe rapidement en Algérie, et avec lui, une mécanique qui va marquer durablement l'histoire française, l'usage systématique de la torture. Au départ, ces pratiques sont présentées comme exceptionnelles, méthode dure, justifiée par l'urgence, on parle d'interrogatoire renforcé, de nécessité opérationnelle, mais très vite, la frontière disparaît, la torture cesse d'être un outil ponctuel, elle devient une méthode intégrée au dispositif militaire. Les arrestations se multiplient, milliers d'Algériens sont arrêtés sans mandat, sans procès, les centres de détention improvisés se répandent, villas réquisitionnées, caves, postes militaires, les interrogatoires suivent un schéma récurrent, électricité, noyades simulées, coups, privation de sommeil, les témoignages convergents. Ce qui rend cette période particulièrement grave, ce n'est pas seulement l'existence de la torture, c'est sa banalisation, elle est connue des officiers, elle est tolérée par la hiérarchie, elle est couverte par le silence administratif, les comptes rendus officiels parlent d'aveux obtenus, les méthodes ne sont pas détaillées, mais elles sont comprises. À Paris, les autorités ne peuvent ignorer ce qui se passe, rapports remontent, alertes sont lancées, voix s'élèvent, y compris au sein de l'armée. Mais reconnaître officiellement la torture poserait un problème majeur, cela signifierait admettre que l'État transgresse ses propres principes. Le choix est alors fait de ne pas choisir ni interdiction claire, ni condamnation ferme. Une zone grise s'installe, elle permet aux pratiques de continuer tout en préservant une façade légale, la responsabilité se dilue, chacun obéit, chacun se tait. Pour les victimes, les conséquences sont immédiates et durables, les corps portent les traces, les esprits aussi, la torture ne vise pas seulement à obtenir des informations, elle cherche à briser, à terroriser, à contrôler une population entière par la peur. Cette violence laisse une empreinte profonde, bien au-delà du conflit, elle fracture durablement la relation entre la France et l'Algérie, elle marque aussi la société française, longtemps incapable de regarder cette réalité en face. La guerre d'Algérie ne commence pas seulement avec des combats, elle commence avec un choix. Celui d'utiliser la torture comme instrument de pouvoir. Très rapidement, la torture cesse d'être présentée comme une exception. Sur le terrain, elle devient une méthode transmise, répétée, intégrée aux routines militaires. Les unités chargées du maintien de l'ordre apprennent à interroger par la contrainte. Les pratiques se standardisent. Les arrestations ne ciblent plus uniquement des combattants armés, civils sont arrêtés lors de rafles, hommes jeunes, mais aussi des femmes, la suspicion suffit, l'objectif n'est plus seulement d'obtenir des informations précises, mais de contrôler une population entière par la peur. Dans les centres de détention, les procédures se ressemblent, les détenus sont isolés, désorientés, privés de sommeil, les interrogatoires se succèdent, la violence est utilisée pour briser la résistance psychologique avant même d'obtenir des réponses, les aveux deviennent un résultat attendu, pas une vérité recherchée. Ce qui frappe, c'est la circulation de ces méthodes, elles ne restent pas confinées à quelques unités incontrôlées, elles sont connues, commentées, parfois justifiées entre officiers, certains parlent d'efficacité, d'autres de nécessité, mais rares sont ceux qui s'y opposent frontalement. Les comptes rendus militaires mentionnent des résultats, réseaux démantelés, informations obtenues, le lien entre la torture et ces résultats est rarement remis en question, peu importe la fiabilité des aveux, peu importe les erreurs, le système avance. Cette logique transforme progressivement le conflit, la violence ne vise plus seulement l'ennemi armé, elle s'étend aux civils, aux quartiers, aux villages, la torture devient un instrument de domination, un message adressé à tout, personne n'est à l'abri. À Paris, cette évolution est connue, les responsables politiques reçoivent des informations, témoignages filtres, alertes sont lancées par certains militaires, par des journalistes, par des intellectuels, mais intervenir clairement reviendrait à reconnaître que la torture est devenue une pratique organisée. Le silence permet au système de continuer, chacun se retranche derrière la hiérarchie, les ordres ne sont pas écrits, mais compris, l'absence d'interdiction claire vaut autorisation tacite, la responsabilité se dilue dans la chaîne de commandement. Pour les victimes, les conséquences sont immédiates et durables, la torture laisse des traces physiques, mais surtout psychologiques, elle détruit les individus et fracture les communautés, elle installe une peur profonde qui dépasse largement le cadre militaire. Ainsi, ce qui avait été présenté comme une mesure exceptionnelle devient une pratique régulière, non pas par accident, mais par choix progressif, par renoncement moral, par facilité opérationnelle. À ce stade, la torture n'est plus une dérive. Elle est devenue un système. À mesure que la torture s'installe sur le terrain, une autre mécanique se met en place à Paris, une mécanique moins visible, mais tout aussi déterminante, le silence politique, les informations remontent, les alertes existent, mais elles se heurtent à une volonté claire de ne pas ouvrir le dossier.
Dame, rapports militaires arrivent régulièrement, ils évoquent des interrogatoires brutaux, des pratiques contestables, des dérives inquiétantes. Certains officiers expriment leurs doutes, Dame, magistrat s'inquiète, Dame, journaliste commence à rassembler des témoignages, l'information circule, mais elle reste fragmentée. Reconnaître officiellement la torture poserait un problème majeur, cela signifierait admettre que l'État viole ses propres principes, ses lois, et les conventions internationales qu'il a signées en pleine guerre. Cette reconnaissance est jugée trop dangereuse, elle fragiliserait l'autorité politique et militaire. Le choix est donc stratégique, on ne nie pas frontalement, on temporise, on relativise, on parle de cas isolés, de dérapages individuels. La responsabilité collective est systématiquement évitée, le discours officiel maintient l'illusion d'un contrôle strict. Dans les institutions, cette position se traduit par une inaction calculée. Aucune directive claire n'interdit les pratiques, aucun ordre écrit ne les autorise. Cette ambiguïté permet à chacun de se protéger. Les exécutants obéissent, les décideurs évitent de laisser des traces. La presse, quand elle subit des pressions, certains articles sont censurés, d'autres sont édulcorés, les sujets sensibles sont repoussés en page intérieure, le débat public est volontairement limité, le conflit algérien reste présenté comme une affaire complexe, difficile à juger de loin. Ce silence n'est pas passif, il est actif, il permet au système de fonctionner sans remise en cause majeure. Tant que la torture n'est pas officiellement reconnue, elle peut continuer sans conséquences politiques immédiates. L'absence de scandale public devient une condition de sa persistance. Pour les victimes, ce silence ajoute une seconde violence, non seulement elles subissent les abus, mais leur parole est ignorée, leur souffrance n'entre pas dans le récit national, elle est niée par omission. Ainsi, la torture ne se maintient pas seulement par la force, elle se maintient aussi par le choix délibéré de ne pas voir, de ne pas dire, de ne pas agir. À ce stade, le système est complet. La violence sur le terrain et le silence au sommet. Malgré le silence officiel, les témoignages finissent par émerger, ils ne viennent pas d'un seul endroit, ils surgissent de plusieurs fronts à la fois, d'anciens détenus parlent, dames d'appelés racontent, dames médecins décrivent ce qu'ils ont vu, peu à peu, une réalité cohérente se dessine. Les victimes décrivent des méthodes répétées, électricité, noyades simulées, coups, privation de sommeil, humiliation. Les récits se ressemblent sans se connaître. Ce ne sont pas des histoires isolées, ce sont des fragments d'un même système, un système organisé, reproduit, toléré. Du côté des militaires, certains rompent le silence, dames d'officiers reconnaissent l'usage de la torture, parfois pour la justifier, parfois pour s'en détacher, mais leurs paroles confirment ce que les autorités tentent encore de minimiser, la torture n'est pas une dérive marginale, elle est intégrée aux opérations. Dames intellectuelles et des journalistes s'emparent du sujet, dames enquêtes sont publiées, dames livres paraissent, ils décrivent ce que beaucoup préfèrent ignorer, les réactions sont violentes, les auteurs sont accusés de trahir, de salir l'armée, de fragiliser la nation en temps de guerre. La société française se divise, certains refusent d'entendre, d'autres exigent des comptes, le débat n'est plus seulement militaire ou politique, il devient moral, peut-on accepter ces méthodes, même au nom de la sécurité, peut-on les justifier par l'urgence? Les autorités répondent par l'ambiguïté, les témoignages sont contestés, les chiffres discutés, les responsabilités diluées, on reconnaît parfois des excès, jamais un système. Cette stratégie vise à contenir l'indignation sans provoquer de rupture institutionnelle. Pour les victimes, cette phase est particulièrement douloureuse, parler expose, se taire détruit, ceux qui témoignent risquent la stigmatisation, l'incrédulité, parfois des représailles, la reconnaissance reste partielle, fragile, insuffisante. Malgré tout, quelque chose change, la parole circule, le silence n'est plus total, la torture entre dans l'espace public, même de façon conflictuelle, elle ne peut plus être entièrement niée. Mais cette reconnaissance reste incomplète, elle ne s'accompagne pas encore d'une remise en cause profonde, le système continue de se protéger, les responsabilités restent floues, les décisions, elles, demeurent sans conséquences immédiates. À ce stade, la vérité est connue, elle est documentée, elle est débattue, mais elle n'est toujours pas assumée. Les conséquences de la torture ne s'arrêtent pas à la fin des interrogatoires, elles s'inscrivent dans les corps, dans les esprits et dans les sociétés. Pour les victimes directes, les séquelles sont immédiates, douleurs chroniques, troubles psychologiques, peurs persistantes. Beaucoup ne parlent jamais de ce qu'ils ont subi, d'autres tentent, sans toujours être entendus. Mais l'impact dépasse largement les individus, la torture transforme la relation entre l'État et la population, elle détruit la confiance, elle installe une logique de domination fondée sur la peur. Dans de nombreux quartiers, le simple contact avec l'autorité devient synonyme de menace, le tissu social se fragilise. Du côté des soldats, les conséquences existent aussi, certains vivent avec le poids de ce qu'ils ont fait ou vu, d'autres se réfugient dans le silence, la violence subie ou infligée laisse des traces durables, elle brouille les repères moraux, elle normalise l'inacceptable, elle fracture des trajectoires personnelles.
Sur le plan politique, le coût est considérable, le recours à la torture alimente la radicalisation, il renforce l'opposition, il affaiblit la légitimité de l'État, à long terme, il compromet toute possibilité de réconciliation, la violence ne produit pas la stabilité promise, elle produit une mémoire blessée. Après le conflit, ces conséquences ne disparaissent pas, elles se transmettent, les récits familiaux portent la marque des traumatismes, les silences deviennent héréditaires, les sociétés restent divisées, la torture laisse une trace invisible, mais persistante, dans la relation entre les anciens colonisateurs et les populations colonisées. En France, le sujet reste longtemps marginal, les anciens appelés par eux peu, les victimes sont absentes de l'espace public, les institutions préfèrent regarder ailleurs, cette absence de reconnaissance prolonge la violence, elle empêche la réparation symbolique, elle fige les blessures. Ce qui est frappant, c'est le décalage entre l'ampleur des conséquences et la faiblesse des réponses, peu de sanctions, peu d'aveux, peu de justice, la torture a produit des dégâts durables, mais elle n'a presque jamais été traitée comme un crime systémique. Ainsi, les conséquences ne sont pas seulement humaines, elles sont politiques, sociales, morales, elles pèsent encore, des décennies plus tard, sur les relations entre les peuples, elles rappellent que la violence d'État ne disparaît jamais vraiment, elle laisse des traces longues, profondes, difficiles à effacer. À ce stade, une réalité s'impose. La torture n'a pas seulement détruit des vies individuelles, elle a laissé une empreinte durable sur l'histoire collective. Décennies plus tard, la guerre d'Algérie continue de hanter les mémoires, pas seulement pour ses combats, mais pour ce qu'elle a révélé sur l'État, sur le pouvoir, et sur les limites morales que l'on est prêt à franchir en temps de crise. La torture, longtemps niée ou minimisée, finit par être reconnue, mais cette reconnaissance arrive tard, trop tard. Il n'y aura pas de procès à grande échelle, pas de condamnation collective, pas de réparation à la hauteur des faits, les aveux sont partiels, les mots sont choisis avec précaution, on parle d'erreur, d'excès, rarement d'un système, la responsabilité reste diffuse, dilution organisée. Pour les victimes, cette reconnaissance tardive n'efface rien, elle ne rend pas les années perdues, elle ne guérit pas les traumatismes, elle n'efface pas le sentiment d'abandon, beaucoup meurent sans avoir été entendus, d'autres voient leur histoire réduite à une note de bas de page. En France, le débat reste inconfortable, reconnaître pleinement la torture, c'est accepter que l'État a violé ses propres principes, c'est admettre que la violence n'était pas seulement une réponse à la violence, mais un choix assumé, couvert par le silence politique, cette vérité dérange encore. La guerre d'Algérie montre que les dérives ne naissent pas toujours dans l'ombre, elles se développent souvent au grand jour, protégées par l'urgence, la peur et la volonté de gagner à tout prix. Lorsque les lignes morales sont floues, tout devient possible, même l'inacceptable. Ce qui rend cette histoire essentielle, ce n'est pas seulement son ancrage dans le passé, c'est sa portée universelle, elle pose une question qui dépasse l'Algérie et la France. Jusqu'où un État peut-il aller au nom de la sécurité, et que reste-t-il lorsqu'il renonce à ses propres règles? L'histoire n'est pas qu'un récit de dates et de batailles, elle est aussi une accumulation de décisions, certaines visibles, d'autres silencieuses, et ce sont souvent ces décisions silencieuses qui ont les conséquences les plus durables. La torture pendant la guerre d'Algérie n'est pas une anomalie isolée, c'est un avertissement. Un rappel de ce qui arrive lorsque le pouvoir refuse de se regarder en face. Si ce type d'histoire vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres documentaires sur les zones sombres de l'histoire.